Premier lundi de février 2018, nous sommes aujourd'hui le 5, chers amis, bonsoir, merci d'avoir pris le rendez-vous du grand rendez-vous sur Bénin Business 24, BB24, c'est encore et encore toute une équipe pour vous servir. Merci tout simplement de venir avec nous dans cette balade vespérale. Eh bien voilà, c'était la météo, le temps qu'il fera demain mardi. Et c'est pour vous permettre, chers amis, de vous installer confortablement pour nous suivre. Les chiens, animaux de compagnie sont de plus en plus le choix de bon nombre de Béninois pour une raison ou pour une autre. Donc ces bêtes partagent le quotidien de leur maître, mais pour que la cohabitation se passe très bien, le dressage s'impose. Qu'est-ce qu'on met donc dans le dressage, de quoi est fait donc cette série d'apprentissage et quelles en sont les contraintes? On en parle aujourd'hui dans Autant Savoir. Des milliers de véhicules d'occasion atterrissent sur le sol béninois pour le grand bonheur des populations. Ces véhicules ont sans doute un impact sur l'environnement. Quels sont ces impacts? Eh bien, Nature et Bien-être s'en charge. Aujourd'hui, Amandine Anyambossou recevra un environnementaliste. La tomate condiment prisée pour la cuisson des repas quand elle se fait rare, eh bien c'est un casse-tête pour beaucoup, en tout cas pour ceux-là qui aiment bien faire la cuisine. Comment remédier à cette situation? Les spécialistes donc de l'agriculture se penchent sur l'option de la culture hors saison. On en parle donc dans le monde agricole. Estelle Pazou va recevoir un entrepreneur et puis un autre panel. Nous allons donc nous intéresser donc aujourd'hui, lundi, à la transformation digitale. Qu'est-ce que c'est que la transformation digitale? Vous en avez certainement entendu parler. Eh bien, l'expert du jour est là pour nous éclairer. Ainsi se présente donc le menu programme de ce grand rendez-vous de ce lundi 5 février 2018. Mais avant de faire place donc à nos invités et à nos chroniqueuses, je me tourne là vers Nadège Sani qui est déjà dans son décor pour les titres du journal. Nadège Sani, bonsoir. Bonsoir Karamat Agbataou. À 19h45, les téléspectateurs suivront un reportage sur le métier de photographe et les nouvelles avancées dans le domaine. Également dans cette édition, vous aurez les résultats d'une enquête réalisée par Afrobaromètre sur l'accès à l'énergie dans 36 pays africains. On retient déjà que c'est une question préoccupante pour l'Afrique. On parlera également de l'élévation de la Vierge Marie au sein des églises chrétiennes. C'est une enquête de Arnaud Adadja. Voilà Karamat, le résumé de ce journal.
Nadège Sonny, donc le développement de tous ces titres, c'est dans moins de 45 minutes pour la grande édition du soir sur BB24. Chers amis, restez simplement là sur votre position de réception. Alors, une fois n'est pas coutume, on démarre aujourd'hui par l'Espère. L'Espère est déjà là sur ce plateau. Il répond au nom de Adefidegnon Agboayi. C'est un ingénieur en e-learning. Monsieur Agboayi, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du Grand Rendez-vous dans la rubrique Espère pour nous parler Merci. quand même d'un sujet d'actualité, d'un sujet que vit aujourd'hui le monde, puisqu'on parle de transformation digitale. Mais déjà, est-ce que vous pouvez aider nos amis téléspectateurs à comprendre un peu ce que c'est que la transformation digitale? Merci. La transformation digitale, c'est la numérisation de nos modes de vie. C'est, en un mot, l'impact du digital dans tous les secteurs de nos vies. Aujourd'hui, nous sommes de plein pied dans la 4e révolution industrielle, dont le combustible est l'information. Du coup, le digital devient une culture mondialiste dans laquelle nous sommes tous embarqués. Alors, dites-nous, vous personnellement, étant donc un avisé de la chose, quelle est votre perception de la chose? Comment est-ce que vous la prenez? Comment est-ce que vous la vivez personnellement? Merci. Personnellement, je m'émerveille tous les jours face aux prouesses du digital, face aux multiples opportunités que véhicule cette révolution, mais j'avoue que parfois je suis un peu inquiet face au dérapage, face aux phénomènes comme la cybercriminalité, aux phénomènes comme l'espionnage. De nombreuses attaques, en tout cas, de nombreuses attaques. Quand on parle de cette révolution-là aujourd'hui que le monde entier vit à travers donc, le numérique. Alors, dites-nous, avant d'en venir aux attaques, et puis comment s'en prévenir, comment donc se mettre à l'abri de ces différentes attaques-là, comment est-ce que la transformation digitale pourrait aider quand même à un développement, tout simplement? Merci. Aujourd'hui, nous parlons d'économie numérique parce que le nouvel enjeu de l'économie est digital, est numérique, en ce sens que le marché, aujourd'hui, qu'importe le secteur économique, s'avère mondial. Et là, on parle de globalisation, de mondialisation. Absolument. Parce que aujourd'hui, qu'importe nos activités, qu'importe le secteur dans lequel nous entreprenons, le numérique a toujours sa place. Le numérique nous permet d'atteindre un nombre illimité de personnes pouvant avoir besoin de nos services ou de nos produits. Du coup, la notion même de marketing est impactée. Donc, mais dites-nous alors, M. Agboayi, tel que le numérique se vit aujourd'hui au Bénin ou bien même dans la sous-région, est-ce que vous pensez vraiment qu'on s'en sert pour atteindre le grand nombre dans tous les secteurs, de façon générale, avant de venir maintenant étape par étape? Merci. De façon générale, je pense qu'on ne tire pas encore largement profit de cet outil qu'est le numérique. On fait de petits pas, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut faire de grands bonds. Donc, et qu'est-ce qu'il faut pour ces grands bonds? Pour ces grands bonds, il faut le basique, qui est la disponibilité de l'accès à Internet. Le haut débit. Et là, il faut faire l'option du haut débit. Oui, le haut débit, parce qu'il faut vraiment une bonne qualité de la bande passante. Il faut que nos gouvernements fasse en sorte que le digital devienne une culture, notamment à travers le e-service public, c'est-à-dire l'accès aux services publics via le numérique, l'open data, comme on le dit souvent, l'ouverture des données. Tout cela enracinerait dans nos pratiques la culture du digital. Donc pour le moment, on est encore à la traîne. Oui, on est encore à la traîne, oui.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous à part régler donc ce problème basique, avoir accès au débit et que déjà personnellement que chacun aussi s'y intéresse, c'est aussi ça. Oui. Et pourquoi ne pas intéresser les petits dès le bas âge, introduire donc l'apprentissage au numérique dès le bas âge dans les écoles? Oui, tout ça, ce sont de bonnes options parce que quand je parlais tout à l'heure de la culture du digital, eh bien, ça passe aussi par la formation, ça passe par l'initiation et c'est une réalité. Les enfants aujourd'hui s'intéressent naturellement à tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Ils sont très curieux, hein, il faut même le dire, ils sont très curieux, ils n'attendent même pas que forcément l'adulte vienne leur montrer quoi que ce soit et déjà avec le téléphone chez papa ou chez maman, avec la tablette, ils sont très curieux de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Ils y vont tout seuls d'ailleurs. Oui, c'est une réalité de leur temps, mais il faut savoir les accompagner, il faut savoir les canaliser pour éviter les dérives. Les dérives, justement. Et les dérives, on en parle, mais je voudrais, avant d'entrer dans les dérives, qu'on parle maintenant d'étapes. Quels sont les secteurs? Parce que vous disiez tout à l'heure, M. Agbouayi a défini que le numérique devrait normalement impacter tous les secteurs, n'est-ce pas, pour un meilleur développement, à condition qu'on s'en serve à bon escient, n'est-ce pas? Alors, selon vous, quel est le secteur encore qui reste à booster pour le numérique? Dites-nous. Merci. Personnellement, je crois que des secteurs comme l'agriculture, qui est quand même un secteur très important dans nos pays en voie de développement, devrait faire l'objet de plus d'attention en matière de Mais il y a des innovations qui se font, surtout avec les chercheurs dans le monde agricole. Il y a beaucoup d'efforts qui se font dans ce sens. Oui. Il y a des efforts qui se font, mais je pense qu'on devrait faire davantage d'efforts parce que c'est quand même un secteur crucial pour notre économie. Effectivement. Et on devrait innover davantage dans ce secteur. Il y a des innovations, mais ce secteur devrait être un plus grand centre d'intérêt en matière de stratégie digitale. Et je voudrais, M. Agbouayi, qu'on puisse féliciter, encourager donc ces jeunes qui ont pu sortir tout récemment une couveuse. Hein? Oui, la couveuse connectée. Exactement. C'est vraiment une innovation et je crois qu'ils ont même reçu des prix à l'international. C'est des jeunes à encourager. Et il devrait être un modèle, une source d'inspiration pour d'autres jeunes qui devraient faire beaucoup plus de recherche afin d'innover dans les secteurs liés à l'agriculture et même à l'élevage. Et à part l'agriculture, vu notre contexte, quel secteur il faut encore faire bouger beaucoup? À part l'agriculture, je pense que le tourisme a une niche d'opportunité. Une niche d'opportunité en ce sens que, à travers les technologies de l'information et de la communication, on peut promouvoir notre culture, nos valeurs culturelles, notre potentiel touristique à travers le monde. Et qui dit tourisme, dit visite, dit entrée de devises, parce qu'un touriste qui visite un pays impacte tous les secteurs de l'économie, l'hôtellerie, la restauration, le transport et j'en passe. Beaucoup de choses à la fois. Donc, pourquoi ne pas avoir pour ambition de vendre notre culture, surtout qu'on a la chance d'avoir une culture qui s'est exportée à travers le monde, notamment à travers l'esclavage. Je veux parler de la culture vaudou. Donc, c'est vraiment une niche d'opportunité et il faudrait davantage qu'on réfléchisse à développer le tourisme grâce au numérique. Grâce au numérique. Oui. Alors maintenant, parlons de ces attaques-là, de ces personnes malveillantes qui utilisent les nouvelles technologies pour nuire. Moi, j'ose le dire, c'est pour nuire parce que ça ne sert pas vraiment à la société. Dites-nous, comment on peut se mettre facilement à l'abri de ces genres d'attaques? Merci. C'est une réalité, une triste réalité liée au numérique. Parce qu'on parle de cybercriminalité et bien d'autres choses. On parle de cybercriminalité qui s'avère aujourd'hui une gangrène. Notre jeunesse je dirais, est gangrénée par la cybercriminalité. Le premier bouclier contre la cybercriminalité, c'est notre comportement
dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, eh bien, nous devons arrêter d'exposer nos vies sur les médias sociaux, parce que c'est ce qui s'observe souvent. Nous devons éviter de partager ou d'envoyer des informations à caractère personnel, des données personnelles. Et quand ça touche la vie d'une entreprise, il faut aussi mettre des garde-fous. Oui, hein? Oui, il faut mettre des garde-fous, c'est très important. Et la cybersécurité devrait davantage faire l'objet d'attention afin qu'on développe des solutions visant à protéger les utilisateurs, visant à protéger les données personnelles. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va encore dire sur ce thème, Monsieur Adefidegnon Agbouayi? Alors, nous avons fait la liste, hein, ne serait-ce que 2 secteurs qu'on a pu toucher, où il y a encore du travail à faire. Je voudrais maintenant qu'on puisse venir alors au secteur qui vraiment exploite comme il le faut l'outil informatique, en tout cas tout ce qui a trait au numérique. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée et aussi en même temps quels sont les efforts qui restent à faire, parce que la perfection c'est tous les jours et on la recherche. Oui, absolument. Ben, je dirais le secteur le plus impacté par l'éthique aujourd'hui, c'est le secteur du journalisme. Nous avons vu la floraison de millions de blogs de par le monde. Même chez nous, au Bénin, les blogs, ça se crée de plus en plus. Et je dirais qu'il faut mettre aussi les garde-fous, parce que à côté, nous avons l'intoxication qui est monnaie courante. Donc il faut prendre tout ce qui circule sur la toile avec 2 pincettes, avec 2 gants, n'est-ce pas, pour ne pas se faire prendre aussi au piège. C'est ça, c'est ça. Donc je pense qu'il y a le code du numérique qui vise quand même à réguler un peu ces dérives-là. Alors, davantage, on pourrait travailler à sensibiliser, parce que ce n'est pas toujours des professionnels qui s'y adonnent, c'est beaucoup plus des passionnés. Des passionnés du métier. Oui, c'est vrai que ceux qui ont accès direct à Internet, encore que, bon, là, il y a encore du travail à faire. Ce sont vraiment, comme vous l'avez dit, ce sont des passionnés. C'est ça. Et puis, voilà, ils y vont, ils balancent tout ce qu'ils veulent. Il faudrait démocratiser la déontologie pour que tout le monde puisse se l'approprier. Et que l'information soit au même niveau d'information, que chacun puisse se l'approprier, comme vous dites. Alors, quels sont les enjeux désormais au plan international face au numérique? Merci. Les enjeux au plan international sont liés à la souveraineté, parce que la notion de souveraineté, aujourd'hui, se déplace sur le terrain numérique. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous assistons à la fuite des données personnelles, à la fuite de propriété intellectuelle, parce que si nos gouvernements ne réfléchissent pas à protéger davantage les données à caractère national, eh bien, c'est une faille dans la souveraineté nationale. C'est une faille qui se crée dans la souveraineté nationale. Une faille qui se crée et qui donne libre cours donc à ces arqueurs de l'ombre qui viennent semer du trouble, hein, que ce soit dans votre vie personnelle ou même dans la vie d'une entreprise. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. On retient quand même avec vous, avant de vous laisser partir, on retient en résumé rapidement que la transformation digitale impacte beaucoup le développement d'un pays. Il faut juste s'en servir comme il se doit. C'est ça. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Adefidegnon Agbouayi. C'était donc avec vous l'expert de ce lundi. Après vous, nous passons à Nature et Bien-être. Nature et bien-être, Amandine Anyambossou reçoit aujourd'hui pour nous un environnementaliste concessionnaire. Il viendra nous parler des effets des véhicules d'occasion sur l'environnement. Mais avant de faire place donc au plateau, nous vous invitons à regarder ce reportage de William Tchoki sur les véhicules d'occasion. Depuis une vingtaine d'années, le Bénin a opté pour un pays de transit et s'est engagé dans le commerce des véhicules d'occasion communément appelés venus de France. La façade maritime, les comptoirs commerciaux des pays de l'Interland confèrent au port de Cotonou
le privilège d'être un port à vocation régionale. Le commerce des véhicules d'occasion, depuis son démarrage en 1989, a très vite évolué avec l'accroissement du nombre de véhicules qui passe à plus de 250 000 en 2001. De 1989 à 2004, ce trafic a connu une croissance avec un taux moyen annuel de 31% selon les statistiques du port autonome de Cotonou. C'est entre 27 ou voire 30 000 véhicules qui sont importés tous les mois. Et puis dans le même ordre d'idée, c'est ce qui est vendu aussi entre 27 et 30 000. Donc importation 27-30 000, réexportation 27-30 000. Plusieurs acteurs interviennent dans cette filière, au nombre desquels les importateurs, puissants magnons de cette chaîne. À ceux-ci s'ajoutent les consignataires, les agents maritimes, les commissionnaires en douane, les manutentionnaires, mais aussi de simples citoyens. Nous sommes au moins 397 sociétés au Bénin qui importent les véhicules d'occasion. C'est 8 milliards par mois que l'État engrange, toutes régies confondues. C'est environ 5 millions de Béninois qui trouvent leur compte dans cette filière-là. Le Nigeria, qui est le plus gros consommateur de nos véhicules, utilise les véhicules utilitaires pour le taxi et autres chez eux. Et ça fait environ 98% de tout ce que nous recevons au Bénin qui rentre au Nigeria. Le 1%, c'est peut-être ce que les gens consomment ici. Chaque importateur a au moins 6 employés qui l'exploitent. Et moi, sur mon toit actuellement, j'en ai 4. Par véhicule, ils ont au moins 30 000 francs par véhicule. Et par mois, on peut vendre une dizaine. Ainsi, le commerce des véhicules d'occasion au Bénin s'inscrit dans le cadre du commerce international. Conscient de l'enjeu, le gouvernement béninois prend des dispositions pour faciliter les importations et réglementer le commerce à travers des suivis de coordination relative à la durée d'utilisation et aux tarifs en vigueur. Merci William Tchoki, et c'est ce reportage qui installe le plateau Nature et Bien-être aujourd'hui qui s'intéresse à l'impact des véhicules d'occasion sur l'environnement. En tout cas, les véhicules d'occasion font le bonheur de bon nombre de personnes. Alors nous recevons sur ce plateau M. Clément Godonou, il est chercheur portuaire, logisticien également. Il est, voilà, c'est beaucoup de titres finalement, comme je le disais tout à l'heure dans les coulisses en tout cas. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation sur ce plateau. Merci, madame. Alors, Amandine Anambossou, oui, bonsoir. Bonsoir à vous, Karamata Batao. Le week-end, il a été, j'espère. Pas mal. Et la semaine, on la démarre sur le très chapeau bien. de roue. Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler donc, de l'impact, des effets de ces véhicules d'occasion. Oui, aujourd'hui, on va parler de l'impact des véhicules d'occasion sur l'environnement. Karamata Batao, il vous dit que la densification des voies entraîne une augmentation impressionnante des véhicules d'occasion importés à bas prix, et cela pollue naturellement l'environnement. Donc, on va parler des natures, des différents impacts qu'il y a sur l'environnement. C'est pour cela qu'on reçoit aujourd'hui M. Clément Godonou. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Et dites-nous déjà, est-ce qu'il existe un lien entre les véhicules d'occasion et l'environnement? Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, les véhicules d'occasion, c'est une activité portuaire qui se développe depuis près de 2 décennies maintenant dans la sous-région, disons en Afrique au sud du Sahara. Et le port de Cotonou est reconnu par tout le monde comme la plaque tournante de ce secteur d'activité. Et naturellement, il y a d'abord le besoin. Oui. Le besoin de mobilité. Tout le monde veut conduire. Tout le monde veut conduire. Et ce n'est plus un luxe d'ailleurs, c'est une nécessité, on en a besoin. Mais il se trouve aussi que le revenu, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat fait que la population est obligée d'aller vers les véhicules d'occasion. Et ces véhicules proviennent de plusieurs origines, arrivent jusqu'à un passé récent. Nous avons quand même en moyenne 300 000 véhicules au port de Cotonou. 300 000 actuellement? Non, jusqu'en 2015, parce qu'en 2016-2017, la crise du pétrole aidant, le trafic a chuté.
Et donc, ce trafic qui arrive globalement, je peux dire que les véhicules légers ont en moyenne, toute origine confondue, en moyenne 13 ans. Et les véhicules poids lourds, en moyenne 20 ans. Et normalement, une voiture doit durer combien d'années? Bon, les normes européennes, je pense que 10 ans, les véhicules sont déclassés. Et quand vous dites déclassés, c'est quoi? Ne doit plus être en circulation. Voilà, ou tout au moins dans l'agglomération. Ça peut être en circulation dans les milieux reculés, dans les villages. Dans les campagnes. Dans les campagnes. Et ça devrait servir pour l'agriculture. Enfin, dans les campagnes où c'est encore plus aéré, oui. Mais dans l'agglomération, vous voyez, l'environnement est un peu chargé, la densité fait que bon, les véhicules émettent du gaz dans la nature. Est-ce que ce n'est pas pour cela que les gens nous envoient ça ici? Parce qu'on considère que chez eux, là-bas, ça ne peut plus circuler. Non, donc, non, on ne peut pas le dire de... L'Afrique devient une poubelle pour ces genres de véhicules? Non, on ne peut pas le dire de cette manière-là. J'avais bien précisé qu'il y a d'abord des facteurs qui déterminent la chose. Le besoin et aussi le bas revenu que nous avons. Donc, c'est des conditions... Et puis, il faut tenir compte aussi des facteurs sociaux. Il faut tenir compte des facteurs sociaux. Et donc, je peux dire que c'est une filière qui, quand même, rend plusieurs fonctions au pays, fonctions économiques, sociales, même en fonctions migratoires, parce que c'est un réservoir de brassage de nationalités. Quand on regarde cette filière au Bénin, par exemple, c'est une filière dans laquelle les acteurs sont de plusieurs nationalités. Voilà. Et donc, quand on tient compte de ces facteurs aussi, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose en soi. Oui. Mais il faut quand même dire, comme toute activité, ça constitue quand même un danger. Mais en quoi ces véhicules nuisent-ils à l'environnement? Oui. Voilà. D'abord, pour parler de la pratique ici, j'ai dit tout à l'heure que c'est des véhicules qui ont en moyenne pour les légers 13 ans et pour les camions 20 ans. Alors, donc quand on voit ces véhicules-là dont on ne connaît pas comment on appelle, l'historique technique. Comment ça a été roulé, qui a utilisé ça et autres. Comment ça a été utilisé, ça avait servi à quoi. C'est des détails qu'on ne connaît pas sur les véhicules lorsqu'ils arrivent ici et quand ils sont utilisés. Et lorsqu'on voit par exemple ce côté-là déjà, ces véhicules constituent des nids d'infection. Parce qu'un véhicule par exemple qui a été utilisé, je ne sais pas moi, pour une usine qui n'a pas été désinfectée et qui a été pris directement du port, sans lavage, sans entretien, commence par rouler, c'est quand même un risque. Donc ça pose un problème de santé publique? Bien sûr, ça pose un problème de santé publique. Je parlais tout à l'heure de pollution, du gaz que ces véhicules dégagent. Oui. Il y a aussi le bruit, parce que... La pollution sonore. La pollution sonore, il y a tout ça. Il y a aussi la vibration, parce que tout ça là constitue des éléments qui impactent les composantes de l'environnement. Et aujourd'hui, on constate quoi? Ces véhicules sont aussi utilisés comme des conteneurs et qui amènent des objets usagés. Là, on parle, vous abordez la question déjà des déchets portuaires. Non, ce n'est même pas déchets. Je ne parle même pas de déchets. Vous avez les véhicules qui sont chargés d'objets usagés. Et qu'est-ce que vous mettez dans objets usagés? Vous avez par exemple réfrigérateurs, vous avez des réfrigérateurs, des postes téléviseurs, vous avez des pneus usagés, vous avez tout ça là, ça impacte l'environnement et aussi la santé humaine. Les pneus qu'on utilise, qui ne sont pas toujours de bonne qualité, sont utilisés, constituent des sources d'accidents. Monsieur Godounou, est-ce qu'il vous arrive d'entrevoir donc un jour ici au Bénin qu'on ne parle plus de véhicules d'occasion, avec tout son lot de dégâts? Vous savez, la question n'est pas là, parce que d'autres pays ont expérimenté, par exemple, l'interdiction pure des véhicules. D'autres pays ont expérimenté aussi la restriction d'importation des véhicules, peut-être en mettant des âges, en mettant
par exemple des pénalités. Tout ça là a été expérimenté, je ne veux pas citer des pays, beaucoup de pays dans la sous-région. Et par expérience, parce que j'ai fait une étude personnelle sur la question pour voir d'abord comment le trafic circule dans la sous-région ouest-africaine et sur l'impact aussi social, économique et puis environnemental de la filière. Et lorsqu'on voit l'impact social, économique, croyez-moi, le port de Cotonou est un port stratégique pour la sous-région. Maintenant, pour l'impact environnemental, c'est des choses à cadrer, à réglementer. Mais il ne s'agira pas de dire, ça a d'impact. On arrête. On arrête. Non. Non, je ne pense pas que ça soit possible. D'accord. Il faut rappeler également que ces véhicules émettent environ 200 grammes de CO2 selon votre étude dans l'atmosphère. Tout à fait. Il y a des marques, et selon les âges qui sont plus polluants que d'autres. Par exemple, je prends un exemple. Vous avez dit que ce sont des véhicules qui ont déjà 13 ans d'âge. En moyenne, pour les légers, avant d'atterrir sur le territoire national. On ne sait pas comment ça a été utilisé à l'extérieur et tout. Par exemple, si j'achète un véhicule qui a déjà 13 ans d'âge, pendant combien de temps je peux la rouler encore pour que ça n'impacte pas négativement sur l'environnement? J'ai dit tout à l'heure que tout dépend de l'historique technique du véhicule. On peut avoir un véhicule qui a 13 ans, qui a été utilisé peut-être une fois par semaine pendant les 3 ans. Donc tout dépend du kilométrage. Tout dépend de l'entretien régulier dont le véhicule a fait l'objet. Tout dépend de ce à quoi le véhicule a servi. Il y a pas mal de... Alors, mais un véhicule ne doit pas, par exemple, faire 40 ans sur terre avant... Non, c'est ce que je dis. Ne voyez pas l'âge tout de suite comme... Ce qui compte, c'est l'utilité. Il y a pas mal de paramètres qui entrent en ligne de compte. Et malheureusement, c'est qu'on n'a pas une fiche technique. Mais pourquoi, étant donné, M. Godono, étant donné que vous êtes un acteur principal enfin du système portuaire béninois, mais pourquoi est-ce que vous n'entrez pas en contact de ces gens à l'extérieur, chez qui les vôtres se procurent donc ces véhicules d'occasion, pour avoir plus de précision sur les véhicules, comme vous dites? Non, ben, vous avez posé une très belle question. Et vous savez, c'est un secteur, je l'avais dit tout à l'heure, dont les acteurs sont multiples et les acteurs sont organisés en réseau. L'autorité ne connaît pas a priori celui qui importe celui qui en amont achète le véhicule. C'est l'importateur qu'on connaît ici. Et l'importateur, avec notre système où le véhicule est vendu avant qu'on ne fasse les formalités, au final, c'est l'acquéreur du véhicule, le consommateur final, qui est l'interlocuteur de l'administration pour faire les formalités. Mais est-ce que le consommateur dont vous parlez sait déjà que ce véhicule qu'il est en train d'acheter peut avoir des impacts sur l'environnement? A priori, oui, ça c'est le travail qui doit être fait aujourd'hui. Et je le disais tout à l'heure, c'est un secteur qui doit être encadré. Ce n'est pas à rejeter parce que d'autres pays qui avaient mis des restrictions en disant nous sauvegardons. Ils ont jeté l'éponge, c'est ça? Ils ont jeté l'éponge. Je ne veux pas citer des pays. Il y a d'autres pays aujourd'hui qui s'organisent pour domestiquer ce marché-là. Parce qu'ils sont conscients que le marché est stratégique. C'est-à-dire socialement, il est stratégique. Économiquement aussi, c'est stratégique. Même pour les maisons concessionnaires, je ne parle pas des maisons d'ici, à qui le secteur occasion livre une concurrence, je ne parle pas de ça. Les concessionnaires, ceux-là qui construisent les voitures, c'est aussi une filière indirecte pour eux, pour vendre. Puisque si les gens ne laissent pas les anciens pour aller prendre les neufs, eux, ils ne peuvent pas continuer à produire. Donc, d'une manière indirecte, pour eux aussi, c'est une filière. Et la filière occasion, en tout, existe. Mais il faut dire, comme je l'expliquais tout à l'heure, quand on prend les objets qu'on met dedans, des fois, honnêtement,
les objets ne sont pas fonctionnels, utiles, ne sont pas fonctionnels. Et déjà sur le territoire, on les jette sur les tas d'ordures et autres. Vous avez des déchets électriques, électroniques qu'on amène et nous n'avons pas encore des éléments pour pouvoir recycler ou bien gérer ce que ça constitue pour nous comme on fait avec. Alors qu'est-ce que vous proposez, M. Godonou? Je dis c'est un secteur à encadrer et il faut, je sais que les compétences existent dans ce pays pour penser à la chose et prendre des décisions et maintenir et continuer à permettre l'exercice de ce secteur-là dans le pays, puisque je l'ai dit tout à l'heure, qui emploie énormément. Vous avez constaté dans le passé récent, lorsqu'il y a eu crise, tous ceux qui ont été retournés à la maison, l'impact négatif social que ça a eu sur la couche juvénile active. Merci beaucoup, Monsieur Clément Godonou. Amandine Anyambossou. Oui, Monsieur Clément Godonou, non, bon, on va pas, le temps qui nous est imparti tire à sa fin, donc Monsieur Godonou sera encore avec nous sur ce plateau le vendredi. Et là, nous allons parler des déchets portuaires et de la réglementation et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer un peu, pour encadré, comme il le dit. Pas recadré, mais il a bel et bien dit encadré, comme quoi il y a vraiment du travail à faire dans ce secteur. Merci beaucoup à vous, Amandine Anyambossou. C'était donc Nature et Bien-être sur les véhicules d'occasion qui recevait M. Clément Godonou. Il est chercheur portuaire, tout simplement. Alors, on retient juste que c'est une filière porteuse, socialement comme économiquement, voilà, qui a besoin d'être encadré. Merci beaucoup. Alors, troisième plateau, avant de passer au journal de Nadège Sani, nous faisons place à nos collègues de la rédaction web. Il est déjà avec nous, il nous a rejoint, Maurice Tantan de la rédaction web de l'Office. Bonsoir Maurice. Bonsoir Karama. La pleine forme ce soir. Je vais très bien et toi-même? Oui, ça peut aller, hein, ça peut aller. Ça va très bien. En tout cas, comment je me retrouve dans février, je me porte à merveille. Ah bon? Alors oui. Alors, information web de ce 5 février, vous en avez retenu 2 pour nous. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'en Amérique, il y ait des départs, que Facebook ait perdu pas mal d'utilisateurs? Facebook qui a perdu 1 million d'utilisateurs, le réseau social a annoncé ce mois que le dernier trimestre de 2017, 1 million d'utilisateurs sont partis du réseau social et ça se passe aux États-Unis et au Canada. Je ne sais pas exactement, en tout cas on va en parler dans le prolongement de ce sujet. Donc c'est une première qui arrive sur Facebook depuis 2004 que la plateforme a été créée. C'est vrai que Facebook, 1 million, ça représente 0,05% des utilisateurs actifs mensuels de Facebook, c'est-à-dire ceux qui se connectent au moins une fois à la plateforme. Et qu'est-ce qui peut expliquer cette baisse? Il faut dire que depuis fin 2016, avec les élections américaines, Facebook s'est vu entériné dans les affaires de fake news. Vous êtes au courant, pointé du doigt du fait de la création de bulles filtrantes à travers son algorithme, les affaires d'ingérence de la part de groupuscules russes en diffusant des publicités pour influencer les élections. Donc toutes ces affaires ont plombé un peu la réputation de Facebook, notamment aux États-Unis et au Canada. Et c'est ce qui explique en partie le départ de 1 million d'utilisateurs de Facebook de l'Amérique du Nord. Mais il faut dire, comme je l'ai dit au départ, que ce départ ne représente pas grand-chose dans les 2 milliards d'utilisateurs de Facebook. Impossible de se passer de Facebook. Voilà. Impossible, presque impossible. Et cela n'empêche pas d'ailleurs l'entreprise de continuer à gagner de l'argent. C'est pour le compte de 2017 uniquement 39 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc vous voyez que 1 million de personnes n'a beau quitter. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ils peuvent partir sans revenir? Non, je ne sais pas moi, je ne suis pas dirigeant de Facebook, mais quand on fait la comparaison... L'équipe de marque ne serait pas d'accord? Avec vous, je suis d'accord, parce que ce n'est jamais bon que des utilisateurs partent d'une plateforme. Voilà.
D'accord. Alors, nous passons à la deuxième information. Google a supprimé 700 000 applications malveillantes. Ah oui, il y en a plein. Hein? Oui, il y a beaucoup d'applications sur Google qui sont complètement inutiles, des clones et souvent aussi des applications malveillantes qui collectent vos données et tout. Et donc, Google s'est débarrassé de pas moins de 700 000 applications néfastes présentes sur le Play Store, donc sa plateforme de téléchargement d'applications. Les applications trompeuses sont nombreuses à réussir à se faufiler pour se faire une place dans le magasin d'applications de Google. Donc, pour n'en citer qu'une, Google a récemment fait face à une fausse application Uber. Donc, l'objectif de cette dernière était de subtiliser les identifiants des utilisateurs afin de les revendre sur le darknet, c'est-à-dire le web noir. Donc, cette application de commerce illégal et tout. Donc, de nombreuses applications dangereuses tentent de berner les utilisateurs et ils copient les modèles d'autres applications pour pouvoir... Et c'est sur Play Store hein, où on télécharge, c'est l'application en fait qui vous permet de télécharger les logiciels. Absolument, les applications pour Android. Donc, dans un communiqué publié récemment, le gestionnaire du produit Play Store, qui s'appelle Andrew Han, a indiqué avoir supprimé 70% d'applications en plus que durant l'année précédente. Donc, chaque année, Google essaie de faire le ménage sur le Play Store pour sortir les applications malveillantes. Et l'année passée, c'est 700 000 qui en ont été retirées. C'est-à-dire qu'on est en sécurité. Quand on va télécharger une application, on ne craint plus vraiment d'être attaqué par des virus, des applications qui ne sont pas vraiment saines. Il faut être vigilant parce que, comme on l'a dit, les auteurs de ces applications, ils redoublent chaque fois d'ingéniosité pour se faire passer pour une autre application authentique. Donc, il faut être surtout vigilant, voir l'origine, la société qui a mis l'application en ligne. Mais rapidement, oui, rapidement, puisque vous vous êtes toujours accroché au net et tout, comment déjà à vue d'œil on peut faire la différence entre une application qui est la bonne version d'une application qui est fausse? Rapidement, en astuce pour nos amis. Moi, je pense que c'est sur le Play Store, sur la plateforme de téléchargement qu'il faut faire attention. Il faut toujours chercher l'origine, la personne qui a mis l'application en ligne. D'accord. Donc, si c'est... Supposons que c'est le Truecaller, par exemple, que je veux télécharger sur mon téléphone. Je fais Truecaller et après, je mets... Et après, il faut voir le logo. Le logo peut être un bon indice pour savoir s'il n'y a pas un logo qui est un peu trafiqué. D'accord. Voilà, donc, il faut donc juste mettre au pas, s'informer au jour le jour pour savoir quel est le logo qui est retenu pour chaque application. Oui, pour ne pas tomber dans le piège. Pour ne pas tomber dans le piège. Merci beaucoup, Maurice. Et c'est sur cette petite astuce que nous mettons fin donc à cette rubrique ActuWeb de ce 5 février 2018. Il est 19h45, Nadège Soni pour le journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Voici les grandes lignes de cette édition. Les nouvelles technologies ont révolutionné le métier de photographe avec des pratiques plus modernes. Comment s'en sortent-ils avec le numérique? On en parle. Africains sur 10 ont accès à l'énergie dans les pays africains, hormis les pays du Nord. C'est le résultat d'une enquête sur l'énergie réalisée par Afrobaromètre. L'élévation de la Vierge Marie au sein des églises chrétiennes en question, c'est une problématique diversement accueillie selon les communautés. À suivre le reportage de Anno Adadja dans cette édition. La photographie, un métier qui existe depuis des siècles. Les nouvelles technologies ont révolutionné ce métier avec des pratiques plus modernes. Comment évolue la photographie? Comment les photographes font face à l'arrivée des nouvelles technologies? Éléments de réponse dans ce reportage de Dean Bouraïman et Marcel Betoro.
Utilisée pour immortaliser nos moments de peine et de joie, la photographie est un métier d'art visuel. C'est une technique qui permet de créer des images, non par l'action de la main, mais par l'action de la lumière. La photographie est considérée comme un métier d'art et celui qui l'exerce, un artiste. Mon photographie vient du latin, qui veut dire photo, lumière, graphie, dessiner avec la lumière. Donc, ça porte son nom. La photographie, c'est écrire ou dessiner avec la lumière. C'est un artiste parce qu'il réalise des choses à travers ce que nous appelons communément avant appareil photo. Un appareil photo qui est composé d'un boîtier et d'un objectif. L'avancée de la technologie a touché la photographie. En cause, la photo argentique est passée au numérique. Une métamorphose qui s'explique aussi clairement. La photo argentique, c'est la photo qui reste longtemps, qui permet de voir les gens jeunes, après 50 ans, avec le numérique. Celui qui a une imprimante dans son bureau peut se permettre de jouer au photographe. Accessible aux passionnés de l'image, la photographie vire de plus en plus dans l'amateurisme. L'avènement des appareils numériques, portables et autres supports de l'image a rendu les professionnels de ce métier moins actifs. Le photographe était respecté parce que c'est de sa maison, c'est de son laboratoire que sortaient les photos et ça porte sa griffe. Avec le boom des appareils portables, tout le monde se sert aujourd'hui de ça pour devenir photographe. Moi, je les appelle des photographes de circonstance. Cela n'empêche pas les consommateurs de la photo d'apprécier la facilité observée aujourd'hui dans ce métier. Quand vous faites des photos avec les appareils numériques, vous allez trouver qu'il y a une différence entre cette photo et les autres photos. Avec l'appareil photo, prendre une photo, faire des clichés, je vois que ça me mettait du temps avant de sortir, avant de laver une photo. Aujourd'hui, avec un bon portable, tu peux te faire une jolie photo, une belle photo. À l'instant T même, tu peux laver ça, tu peux faire même des selfies, et c'est plus rapide encore. Une avancée technologique, non pas sans conséquences sur le métier. Les photographes ne sont plus autant sollicités et par conséquent, le chômage guette plusieurs d'entre eux. Beaucoup de mes camarades ont quitté le marché. Ils sont allés peut-être faire autre chose. Et comme l'âge aussi les a frappés, et ils ne font plus la photo, la clientèle a quitté la main des photographes. La photographie nous échappe aujourd'hui. Le numérique a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. En attendant que les amoureux du selfie ne continuent de jouir de la photographie, il urge donc pour ces techniciens de l'image un peu dépassés par la nouvelle technologie de penser à leur reconversion. La problématique de l'accès à l'énergie dans certains pays africains a fait l'objet d'une enquête réalisée par les experts d'Afrobaromètre. 36 pays ont été sélectionnés pour l'étude. Il en ressort que 6 Africains sur 10 ont accès à l'énergie. Reportage. Des enquêtes effectuées par les experts du réseau d'Afrobaromètre sur l'accès à l'énergie dans 36 pays africains, il ressort que 6 Africains sur 10 ont accès à l'énergie électrique avec des disparités au sein des pays et des régions. L'exemple le plus frappant, c'est peut-être celui du Burundi et du Burkina Faso. Nous avons par exemple le Burundi qui est à hauteur de 17%, le Burkina Faso à hauteur de 25%. On retrouve que les citoyens vivent dans une zone où il y a une couverture du réseau électrique à opposer à l'île Maurice et à l'Égypte où nous avions une couverture plus large. Pour dire, 100% des habitants de l'île Maurice et de l'Égypte vivent dans une zone où nous avions un réseau électrique. Par là donc des disparités au niveau régional, nous pourrons citer d'abord l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, qui sont donc les deux parties du continent qui offrent la plus grande couverture en termes d'électricité.
Selon les mêmes résultats, 66% des Africains affirment vivre dans une zone de connectivité, mais seulement 60% sont réellement connectés. S'agissant de la fiabilité avec le réseau qui implique non seulement l'accès au réseau, la connectivité, mais aussi la disponibilité de l'énergie en plein temps, 2 tiers des Africains ont une alimentation fiable, mais 1 tiers sont raccordés mais n'ont pas le courant à plein temps. Il y a seulement 17%, dans le cas du Nigeria par exemple, il y a 17% qui peuvent avoir accès à un réseau électrique de façon fiable, c'est-à-dire pour la plupart du temps ou toujours, alors qu'il y a 96% donc de ces citoyens nigérians qui ont exprimé qu'ils sont dans une zone couverte par le réseau électrique. Et quand on parle de gouvernance, ici, il a été demandé aux citoyens de donner leur point de vue sur la façon dont leurs gouvernants répondent à certaines préoccupations. Donc, par rapport à cela, nous constatons que dans la globalité, les Africains désapprouvent la gouvernance en termes donc, du réseau électrique. 54 000 Africains à travers 36 pays ont participé à cette étude sur l'énergie, considérée comme un problème préoccupant pour l'Afrique. Il n'y a pas d'économie ou de développement sans la foi. Celle-ci diffère selon les communautés. L'élévation de la Vierge Marie au sein des églises chrétiennes est une problématique diversement accueillie. De nos jours, les célestes du Bénin, tout comme les chrétiens catholiques, accueillent favorablement la mère de Jésus-Christ de Nazareth. Le culte de Marie entre dogme et réalisme, c'est le sujet d'enquête de Donatien Falola et Arnaud Adadja. Pour une fois que la mère de Jésus-Christ de Nazareth s'est révélée au feu pasteur fondateur Bilé Oshofa au Nigeria, l'église christianiste céleste célèbre depuis la Vierge Marie. Est-ce que celui de qui est né le Sauveur, est-ce qu'on peut ignorer cette personne-là, le ventre qui a gardé le Sauveur pendant des mois? Et celle-là, c'est elle que l'a dit l'ange Gabriel au moment où elle n'avait pas encore conçu. L'ange Gabriel lui a dit je te salue parce que tu es bénie entre toutes les femmes. Je suis béni. Ah, cette voix-là, c'est une voix très grande. Donc, depuis ce temps, l'église du Christ céleste a commencé déjà par vénérer la Vierge Marie et nous-mêmes dans toutes nos visions. Nous voyons des femmes stériles, et avant qu'elles ne conçoivent, dès qu'elles rêvent sur la Vierge Marie, elles conçoivent et elles mettent des enfants au monde. Leur amour pour la mère de Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur, selon eux, est bien grand. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Pour ce fidèle chrétien catholique, c'est une innovation qui est la preuve de la confirmation des propres propos de la Vierge Marie. Elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Donc, c'est cette place que nous reconnaissons à la Vierge Marie. Et en tant que mère de Jésus, qui est notre Seigneur, nous sentons sa présence continuelle auprès de nous. Elle nous prend sous son manteau virginal. Quand vous allez vers Marie, vous demandez quelque chose à Dieu, à Jésus, vous l'obtenez toujours, à moins que cela ne soit pas conforme à la volonté de Dieu. Et même elle a déclaré, toutes les générations me diront bienheureuse. Un ensemble de dogmes entoure la question de la Vierge Marie. Sur son intégration, certaines églises évangéliques opposent un non radical tandis que d'autres rallongent indéfiniment la réflexion. Je crois que l'Église est une dynamique et l'Église se forme, se réforme. Il y a aussi des réformes au sein des églises. Donc, il peut arriver un jour, ce ne serait pas une hérésie, il peut arriver un jour, on va dire, mais écoutez, dans toutes les églises, il faut élever la Vierge Marie au même rang que l'Église catholique. C'est possible, mais ça prendra quand même du temps. Sur la généralisation du culte voué à la Vierge Marie au sein des églises chrétiennes, n'est-ce pas qu'il faudra encore du temps?
Page internationale. À présent, le gouvernement ivoirien va ouvrir d'ici juin 2018 30 nouvelles usines de riz dotées chacune d'une capacité de traitement de 250 000 tonnes de céréales par an. L'annonce a été faite par Yacouba Dembélé, directeur général de l'Office national pour le développement du riz. Cette initiative vise à booster le segment de la transformation de riz et d'une manière plus générale d'améliorer la chaîne de valeur. Au Mali, les langues nationales sont valorisées. L'entrepreneur Mamadou Gouro crée le premier réseau social au monde qui utilise les langues locales et les capacités vocales. Le réseau dénommé Le Nalé a été conçu pour les illettrés et va permettre aux populations vivant dans les communautés rurales d'avoir accès aux réseaux sociaux. Lancé en 2017, le Nali compte aujourd'hui plus de 27 000 utilisateurs. L'application a une approche différente des réseaux sociaux tels que Viber ou WhatsApp et permet aux utilisateurs de créer leur profil en utilisant l'audio. Merci de votre fidélité. À bientôt. Merci beaucoup Nadège Soni, c'est donc avec vous le 19h45. On rappelle donc des titres pour les 2 rubriques qui restent à venir avant la fin de ce grand rendez-vous. Les chiens animaux de compagnie sont de plus en plus donc le choix des Béninois pour une raison ou pour une autre. Ces bêtes partagent le quotidien de leur maître, mais pour que la cohabitation soit parfaite, il faut donc le dressage. De quoi est faite cette série d'apprentissage? On en parle dans Autant savoir. La tomate, condiment prisé pour la cuisson des repas, quand elle se fait rare sur les stands, c'est un casse-tête pour tous. Comment remédier à cette situation? Les spécialistes font beaucoup plus, en tout cas maintenant, l'option de la culture hors saison. Le monde agricole s'y penche aujourd'hui avec Estelle Pazou, le monde agricole que nous allons donc installer tout de suite. Voilà, nous parlons de tomates. Elle a eu à faire le terrain. Elle a donc rencontré ces bonnes dames qui vendent de la tomate au marché. Estelle Pazou va s'installer, mais avant, elle nous invite à regarder son reportage sur la situation de la tomate. 25 kg de sali. Je viens de vendre à ce client 25 kg de tomates à 62 500 francs. Elles sont toutes belles, mais tout le monde ne peut plus s'en acheter. Produit de consommation de base des Béninois, la tomate est par ces temps hors de prix. Avant, on achetait le kilo de tomates à 500 francs ou 1000 francs CFA. Aujourd'hui, c'est à 2500 francs. J'en ai cherché partout. Et sur la commande de 40 kilos que je dois livrer, je n'ai pu en avoir que la moitié. La tomate est non seulement chère, mais elle se fait rare. Devant le fait, certains clients rebroussent chemin. Ce n'est pas de notre faute, s'exclament les vendeuses, tant les difficultés d'approvisionnement sont énormes. Il faut faire le pied de grue pour s'approvisionner, s'inscrire sur une liste et parfois même dormir au marché d'Antokwa. Actuellement, le panier est à 95 000 francs CFA sans compter le transport et les frais d'inscription. Au prix de tout cela, les clients nous accusent de vouloir faire un trop grand bénéfice. C'est une situation bien justifiée. Actuellement, la tomate présente sur le marché béninois vient du Burkina Faso. De 2 000 francs, le panier de 20 à 25 kg est passé à 25 000 francs CFA. Mais comment un pays fortement menacé par l'avancée du désert peut fournir de la tomate à un pays côtier? Et même les vendeuses se posent cette question. Comment se fait-il que le Burkina, un pays sahélien, nous approvisionne en tomates alors qu'au Bénin, toutes les conditions sont réunies pour en produire suffisamment? Si on peut arriver à s'inspirer de leur expérience pour ne plus souffrir de la pénurie de tomates, on serait soulagé. L'alternative serait donc la culture hors saison qui reste le fétiche des paysans béninois. Estelle Pazou, bonsoir.
Bonsoir, Karamata. On a très bien démarré la semaine avec ce très beau sourire-là que vous nous offrez depuis quelques jours. Ah oui? Ah oui, je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué. Ça va bien, ça va bien. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez faire la cuisine un jour et vous passer de la tomate? C'est pas évident. Ah oui, hein? C'est pas évident, Karamat. Je ne vois pas ce jour où les Béninois ne préparent pas la sauce tomate. Et même si ce n'est pas le cas pour les légumes et autres, on ajoute souvent de la tomate. Et donc, c'est très improbable qu'on puisse arriver un jour à se passer de la tomate. Monsieur Edgar Deguénon, entrepreneur agricole, bonsoir. Bonsoir, Karamat. Alors, on a du mal à comprendre, hein, et puis cette vendeuse a posé la problématique. Elle a du mal à croire au fait que ce soit le Burkina qui approvisionne ou qui ravitaille le Bénin en tomates, ce pays qui est enclavé, alors qu'ici, on fait beaucoup le maraîchage. Enfin, dans la partie méridionale du pays, on fait le maraîchage et puis on peut aussi faire de la tomate à côté. Bonsoir, et vous serez interrogé par Estelle Pazou. Estelle? Alors, Monsieur Deguénon, ma première question elle est celle-ci. Nous sommes à quelle période de l'année? Est-ce que cette période est la période de forte production de la tomate ou bien, enfin, éclairez-nous un peu sur le sujet. Merci. Bonsoir Estelle. Bonsoir Monsieur Edgar Deguénon. Oui, on est en train de s'acheminer vers la période qui est de moins en moins favorable pour la production de la tomate. Il faut essayer donc d'éclaircir un peu le thème contre-saison. C'est contre-saison par rapport à quoi? Alors, de façon générale, si nous considérons la tomate, presque toutes les variétés de tomates marchent en saison pluvieuse. C'est-à-dire quand il pleut, presque toutes les variétés de tomates marchent. Alors, dans ce cas, nous allons définir contre-saison comme la période où il ne pleut pas. D'accord. Voilà. Et là, nous, on est en train de finir avec la deuxième saison au sud et au nord également, la saison est déjà passée. Donc, c'est ça qu'on appelle contre-saison. Et le facteur qui est également déterminant au niveau donc, de caractère favorable ou non donc, de la saison pour la tomate, c'est également la température. C'est cette donnée-là que les gens ignorent et tout le temps ils pensent qu'il suffit d'apporter de l'eau pour avoir de la tomate. Et actuellement, quelles sont les variétés de tomates que nous avons sur le marché béninois? Sur le marché, il y a, à ma connaissance, du nord au sud, je connais 3 variétés qui sont sur le marché. Et à notre Toumvi, variété Toumvi locale. Les petites tomates? Oui, les petites tomates qui sont sur le marché. Hein? Oui, très jolies. Malheureusement, très jolies et enfin, périssables. Périssables également. Mais périssables. il faut préciser que s'il n'y a pas de tomates, les clients ne font plus attention à rien. Ils veulent avoir de la tomate. Donc, même si c'est périssable, ils veulent bien avoir. Surtout ceux qui veulent vraiment consommer. Non pas périssable, mais fortement périssable. Voilà. Ça pourrit très vite, en fait. Oui, puisque ce n'est pas assez ferme comme les variétés hybrides. Il y a également une variété que les gens appellent au nord roussol. Il y en a qui disent sonafel. D'accord. Ça fait un peu, quand on observe de près, ça fait un peu un mélange donc, de Toumvi et d'autres variétés venant donc, du Burkina. Et c'est beaucoup plus gros? C'est pas aussi gros, c'est légèrement un peu plus gros que... c'est des tomates qui sont un peu plus grosses que Toumvi, mais ce n'est pas les tomates arrondies. Là. Maintenant, il y a... Une troisième variété, bon, elle va être variété, c'est hybride en fait. Qui est cultivée au Bénin, c'est Mongal. On n'en a pas assez sur le marché. Mais elle est bien grosse. Elle est bien grosse, mais ce n'est pas bien grosse, ferme, mais ce n'est pas assez ferme comme d'autres variétés comme Togab et autres. Là. Je parle donc des 3 qui sont sur le marché, mais qui sont produits au Bénin. Et elles sont toutes produites au Bénin? Oui, elles sont toutes produites au Bénin et actuellement sur le marché, mais il n'y en a pas assez sur le marché. Mais celle qui nous a le plus envahi, c'est donc des variétés, je vais dire, comme Torgal. Vous allez voir ce dont les dames ont parlé au niveau dans l'élément tout à l'heure. C'est une variété qui ressemble à Torgal. Je ne vais pas dire avec plaisir, mais ça ressemble à Torgal. C'est des chairs vraiment fermes et puis assez résistants pour le transport et autres là. Je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu. Les gens pensent même que ça pourrait être OGM. Oui, parce que... Mais ce ne l'est pas. Ça pourrait. D'accord. Apprendre donc avec des pincettes. Vraiment, il faut prendre vraiment avec des pincettes. D'accord. Monsieur Deguénon, Estelle, permettez s'il vous plaît, quand vous parlez de maîtrise de l'eau pour produire de la tomate et aussi le facteur température, moi je voudrais savoir pour les entrepreneurs agricoles qui nous suivent, quelle est la température à laquelle il faut donc cultiver, qu'il faut pour la culture de la tomate? Très bien. Il faut parler donc de différentes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit. C'est-à-dire que si je prends la température qui fait actuellement au sud du Bénin,
en journée, vous avoisinez 30, 31 degrés, parfois 32 degrés. Entre cette température-là et celle qui se produit la nuit, il doit y avoir une différence d'au moins 7 degrés par là. Par exemple, ce serait bien qu'on ait une température pour la tomate entre 18 et 22, 23 degrés. Quand ça dépasse 25 degrés la nuit, ce n'est plus trop favorable pour la tomate. Et particulièrement en période de fructification. Ça veut dire que si vous ajoutez, vous mettez en considération tous les autres facteurs de production, je veux dire la terre, les intrants, les produits de protection phyto, cette condition-là est particulière pour que la tomate, pendant la période de fructification, puisse marcher. Sinon, ça va donner des fleurs, mais vous n'aurez pas de fruits dessus. Alors, vous venez de le dire, on tend progressivement vers la période où il n'y aura plus de tomates ou que la tomate se fera très chère. Alors, qu'est-ce qu'il faut chez nous pour éviter cet état de choses? Alors, partant donc de la cause, disons le facteur le plus important qui est la différence d'amplitude thermique, là, il faut se dire, il ne suffit pas donc d'arroser ou bien de fertiliser suffisamment. Il faut que vous soyez dans une zone où la température est vraiment favorable. Et quand je prends le cas du Bénin, je fais même un crochet par rapport au Burkina qui est souvent évoqué et qui profite allègrement de notre marché cette période-ci pendant au moins 3 à 4 mois. Le Burkina nous approvisionne juste, nous en avons besoin, ce n'est pas qu'elle profite et que ça ne nous profite pas à nous. Oui, mais c'est de bonne guerre d'ailleurs. Si on peut faire pareil, nous le faisons pour l'ananas, nous le faisons pour des huiles d'ananas, on exporte chez eux, au Niger et autres, dans les pays de l'Interland. Je veux dire, en fait, si ça marche chez eux, c'est parce qu'à partir de décembre, janvier, février, mars, il y a l'harmattan qui, malgré les changements climatiques, règne quand même encore. Ce qui fait que même s'il fait chaud le jour, la nuit, il fait frais. Moi, depuis 15 décembre, moi, quand je suis l'actualité, que ce soit sur les chaînes, n'importe quelle chaîne, les températures qu'il fait à Djougou, Nati Dengu, ça m'intéresse parce que je suis donc dans la logique de pouvoir travailler avec des gens là-bas pour que cette période-là, on puisse faire quelque chose. La mettre à profit, voilà, et cultiver. Et vous allez voir que couramment, on a la nuit, on a autour, même les jours, parfois même on a jusqu'à 18, 22 degrés, 17, 18, jusqu'à 22 degrés dans cette zone-là, l'extrême nord du Bénin, au niveau des 2 départements. Donc, l'une des recommandations serait que les zones qui ont un climat favorable à la production de tomates, il faut les mettre à profit. Donc, il y a l'extrême nord du Bénin. Il y a également des zones de microclimat. Quand vous prenez par exemple certaines zones de Tofor, par exemple, il y a des périodes de cette temps-ci où il y a des variétés locales apparentées à Tomvi qui marchent, que les gens arrivent à produire. Et vous allez voir d'ici fin février, déjà vous allez commencer à avoir donc de la provenance de ces régions-là. Il y a des zones que j'ai découvertes également dans le Zou, je crois, particulièrement à Banamé, où il y a une variété qu'on appelle Kekefo qui est bien arrondi, bien gros. C'est vrai que ça ne dure pas beaucoup, mais c'est bien gros, qui donne également dans la période où même en avril, début avril, on peut avoir cette variété. Donc il faut explorer les zones de microclimat favorables à la production de tomates pour pouvoir les mettre à profit. Ces zones-là seules peuvent nourrir tout le Bénin et même en envoyer dans la sous-région de cette période-là. Et qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Pourquoi ce n'est pas déjà fait, puisque nous consommons beaucoup la tomate? Alors, il faut des deux côtés, je vais du côté donc des privés, ceux qui sont des entrepreneurs agricoles, il faut qu'ils, prennent des initiatives dans ce sens-là. Moi, je suis en réseau avec des gens, par exemple, la semaine passée, j'ai reçu plus de, je crois, 150 kilos de tomates venant donc du Nati Dengu, par exemple. Donc, il y a des producteurs, donc, des maraîchers qui sont membres donc, de leur réseau Atakwa Donga et avec qui on est en train de travailler pour que cette période-là, on puisse déjà pas faire des essais cette année et quitte à répliquer l'année prochaine. Alors donc, des individuels qui sont dans cette zone-là, les gens le font déjà, mais ils ont besoin quand même de coups de pouce pour aller de là, parce que cette période-là, où le climat est favorable, en même temps, il y a des zones où ils n'ont pas du tout de l'eau. Donc, il faut les appuyer pour qu'ils aient de l'eau, pour que les deux facteurs-là réunis puissent permettre donc de produire la tomate. Il y a également les projets de développement que nous avons. Il y a le PADMA, par exemple. Ça, là, je m'adresse, c'est un projet donc, financé par des partenaires étrangers, mais également le Bénin. Alors, c'est exclusivement sur le maraîchage. Ce serait bien qu'au moins pour cette période-là, on puisse faire des appuis ponctuels pour que les zones dont je parle là, on puisse cibler des producteurs ou bien des groupements de producteurs qui puissent produire en ce moment-là. Ça fait vraiment une grande plus-value pour ces producteurs-là, cette période-là, parce que ça demande donc des aménagements qu'il faut faire. Il y a des organisations spécifiques qu'il faut faire pour pouvoir... Donc la volonté, elle est vraiment manifeste du côté des producteurs. Estelle Pazou, c'est ce que nous apprenons donc de M. Degueno qui fait beaucoup le terrain
au contact donc, de ces producteurs. Il faut donc accompagner juste ces agents du développement. Oui, tout à fait. Il le faut et apporter des appuis efficaces. Il ne faut pas faire des appuis classiques. Et quand vous parlez d'appui efficace, justement, pour sortir de l'ordinaire, pour sortir des sentiers battus, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez? Alors, moi, si moi je suis un coordonnateur ou bien un animateur de réseau, donc de producteurs autres, là, moi, je vais dire cette période-là, de quoi est-ce que vous avez besoin? Puisque vous êtes dans une zone favorable, vous avez besoin de quoi pour pouvoir produire telle quantité de tomates de cette période-là? Et ça va être des appuis pour des objectifs donnés. C'est-à-dire qu'on vous appuie pour que vous puissiez atteindre cette saison un résultat que vous vous êtes fixé vous-même. Et vous définissez ce dont vous avez besoin et c'est cela que le projet ou bien l'initiative puisse vous apporter. Et on vous suit de près, on vous apporte tout le conseil, l'appui conseil nécessaire pour qu'au bout de 3 mois, parce que la tomate ça fait au plus 3 mois, au bout de 3 mois, on puisse avoir ces résultats-là, faire même de l'évaluation pour se dire l'année prochaine, on va continuer dans ce sens. Parce que jusqu'aujourd'hui, ça fait à ma connaissance, ça fait plus de 20 ans qu'on parle de tomates contre saison. Nous n'avons jamais réussi à mettre une politique en place. Mais désormais, on peut dire que c'est bon là. L'envol, il est pris. L'envol est pris. Il est pris, ça je ne saurais le dire parce que je n'ai pas tous les clés ou bien les leviers en main. Moi, je ne fais que donner donc des conseils, mais quitte donc au premier développement. Mais si déjà vous le faites, M. Deguenon, oui, il y a peut-être quelqu'un d'autre quelque part dans le fin coin du Bénin aussi qui s'essaie à la chose. Isolément. Par exemple, on est dans une période où il faut pouvoir profiter. Les gens sont en train de faire des réplicats de cela, afin de la tomate contre saison actuellement. Nous les accompagnons comme nous pouvons, mais c'est des initiatives privées avec le peu de moyens que nous avons. Ce serait bien que des structures de façon officielle, voilà, qui est un programme très assis. Et que la recherche accompagne pour que tout cela soit documenté progressivement. Je voudrais ajouter un deuxième facteur. Il y a de façon générale, la tomate est une variété qui est haut-gamme, c'est-à-dire qu'au niveau du point de vue fécondation, mais il y a certaines variétés qui présentent donc de la fréquence ou bien des taux d'allogamie, c'est-à-dire qu'ils ont besoin donc d'être fécondés par des facteurs externes. Donc ce serait bien également que quand on met en place donc, des zones plus ou moins étendues donc, de production de tomates contre saison, on favorise la présence donc, des insectes pollinisateurs tels que les abeilles. Voilà, donc c'est important d'ajouter cela. Et est-ce qu'il y a des zones qui sont plus propices à la culture de la tomate que d'autres? Parce que par exemple, quand vous prenez la voie Baou, Ouida, jusqu'à Grand Popo, le long de la côte, on voit qu'il y a suffisamment de maraîchers. Est-ce qu'on ne pourrait pas exploiter cette zone-là pour la culture de la tomate? Cette zone est propice pour toutes les cultures maraîchères, y compris la tomate, mais c'est la tomate pluviale. Quand vous arrivez en contre-saison, la variété mongale, que je connais un peu mieux, marche un peu à partir entre décembre et janvier. Mais quand la fructification tombe à partir de 15 janvier, février, vous allez voir que ça ne donne que des fleurs, mais les fruits ne sont pas au rendez-vous comme vous le souhaitez. Et donc, si on doit résumer, la culture de la contre-saison de la tomate est possible? C'est bien possible, notamment par notre expérience dans les zones donc, de Tofor, les zones donc, de Banamé, les zones donc, de l'extrême nord du Bénin, Natengu, Djougou, tous ceux qui m'entendent actuellement, ils savent de quoi je parle. Il fait frais la nuit, on peut produire la tomate cette période de l'année. Et il faut juste mettre en place la politique pour y arriver. Et les moyens, surtout à la disposition des producteurs. Merci beaucoup. Il faut donc des moyens, une mission des hommes, des moyens, dit-on. Et là, dans ce cas, comme c'est de l'agriculture et que les gouvernants veulent faire du Bénin un pays à fort potentiel agricole, il faut donc investir énormément pour sortir, donc pour aider vraiment d'abord les producteurs à ce qu'ils vivent de leur job, de leur activité. Merci beaucoup, Monsieur Edgar Deguenon. Parce que c'est une question vitale. La tomate, on en a vraiment besoin. Et surtout très vitale. Merci beaucoup pour cette précision. Estelle Pazou, Le Monde Agricole, nous sommes désormais ensemble, on travaille ensemble, vous et moi. Et voilà, c'est la fin donc de ce plateau, Le Monde Agricole, qui a consacré donc son temps à parler donc de la contre-saison, la culture de contre-saison de tomates au Bénin. Elle est donc possible. Il faut juste la maîtrise de l'eau et puis la maîtrise de la température. Dernier plateau, c'est donc Autant savoir. C'est le reportage de Thibaut Maffon qui va installer Agnat Bello et son invité sur le dressage de chiens. On regarde et on revient après en parler. Mon activité, le dressage, consiste à éduquer un chien. Landry Lawson est un dresseur de chiens. Il fait partie de ceux qui apprennent aux chiens à se tenir en société. Puisqu'il n'est pas souvent aisé pour les propriétaires de chiens de les maîtriser, l'appel au dresseur devient nécessaire.
Nous passons d'abord par la socialisation, qui est d'apprendre aux chiens à se tenir en société, à ne pas mordre les gens, à savoir où faire ses besoins, à savoir se tenir dans la maison, à ne pas sauter n'importe où, à ne pas déchirer les habits, les chaussettes, les fils de climatisation, voilà, qui passent dans la maison. Donc notre activité consiste à socialiser d'abord le chien, à le dresser et à le rendre apte à l'utilisation pour le propriétaire. Le coût et le temps du dressage varient en fonction de la race du chien et de son intelligence. En moyenne, dresser un berger allemand vaut 140 000 francs CFA et un Rottweiler 250 000 francs CFA par trimestre. Devenir un dresseur de chiens nécessite une formation. Bon, le dressage est tellement large qu'il y a plusieurs facultés dans le dressage. L'obéissance, le gardiennage, l'agilité, le sauvetage, le pistage. Bon, voilà, il y a plusieurs facultés. Ça dépend de ce que vous voulez faire de votre chien. Et on ne peut pas s'auto-proclamer dresseur. Il y a bel et bien des formations qu'il faudrait suivre et pas à pas finir par devenir maître chien. Dans l'exercice de leur activité, les dresseurs de chiens rencontrent quelques difficultés. Il y a des risques. Il y a beaucoup même. Parfois, on se fait adresser par les chiens. Parce que il y a des chiens qu'on arrive à prendre qui sont sauvagement irrécupérables, où ils ne font que mordre, même leur propriétaire mordre. En ce moment, on peut faire appel aux dresseurs. Le dressage de chiens est une activité en pleine expansion au Bénin. Il permet à celui qui s'y adonne de gagner sa vie. En tout cas, il faut s'y connaître pour être un dresseur de chiens. Et nous avons sur ce plateau quelqu'un qui passe vraiment le clair de son temps avec ses animaux de compagnie. On les aime bien, les chiens, les chats et tout. Bonsoir, Landry Lawson. Ça va très bien, on va bien ici. Et vous? Ça va aussi. La soirée, elle se passe bien? Oui, ça va. Vous connaissez la chaîne BB24, j'espère? Oh, ouais, très bien. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. En face de vous, c'est Agnès Belot. Agnès, bonsoir. Karamata Ouettao, bonsoir. Bonsoir à vous également, mesdames et messieurs. Alors, on parle aujourd'hui de dresser un chien. Ouais. En quoi est-ce que c'est important de dresser un chien, Agnès Belot? Alors, à cette question, je crois que Landry Lawson est mieux placé pour répondre, mais je pense que c'est important de dresser son chien d'abord pour notre propre sécurité. Vous pourrez dire après les autres raisons, donc on vous écoute. Pourquoi est-ce qu'il faut éduquer dire, son chien? Dresser son chien, c'est très important dans le sens où lorsqu'on prend un chien, on n'a pas le même langage. Donc, il faudrait déjà créer un contact. Et ça, on appelle ça la socialisation. Ça, c'est le premier contact entre le propriétaire et le chien. Donc, c'est le côté langage et comportement. Et ce dressage se fait avec le propriétaire du chien aussi, il doit être là? Normalement, la socialisation se fait avec le propriétaire ou par le propriétaire. Mais en Afrique, généralement, quand on prend les chiens, on les laisse dans la cage, on n'a pas le temps de les socialiser. Donc, on peut le faire par un professionnel. Donc, c'est une étape importante. C'est la première étape. C'est il faut lui apprendre à rester en société, c'est ça? Voilà, en société. À côtoyer quand on parle de oui, le cadre familial déjà, d'abord, et après l'extérieur. Il faudrait pouvoir... Il y a des chiens, par exemple, qui n'ont jamais été mis en contact avec la société. Lorsqu'on les met dehors, ils ont peur des trous, ils ont peur des voitures, ils ne savent pas se comporter, ils sont un peu déboussolés. Donc c'est pour ça la socialisation. D'accord. Mais ici en Afrique, le premier rôle du chien... Ouais, c'est pas la compagnie. C'est faire fuir le voleur. Le gardiennage. C'est dissuader les personnes mal intentionnées. Et là, c'est le dressage maintenant qui fait partie des facultés dans le dressage. C'est un peu ça. Le gardiennage. Le gardiennage. Bon, il y a plusieurs facultés dans un dressage. Alors dites-nous. C'est tellement large, c'est tellement nombreux parce que ça dépend. Pour un chien de maison, la base c'est l'obéissance et le gardiennage. Oui. Donc la socialisation avant. Comme j'ai parlé tout de suite de la socialisation. Oui. Dans la socialisation, c'est où on apprend au chien à savoir bien se comporter. Quand on lui dit assis, il doit s'asseoir. C'est pas ça. La socialisation. La socialisation, c'est où faire ses besoins. Le port de la laisse, le port du collier, la muselière,
ne pas déchirer les chaussures. Ne pas monter sur le lit. Voilà, ne pas monter sur le lit, savoir où se mettre. Ni sur le fauteuil. Hein. Bon, ça dépend. Il faut qu'il ait son coin. Oui, ça dépend du propriétaire. Il y a des propriétaires qui veulent que le chien reste dans le fauteuil. Voilà, bon. D'accord. Ah, d'accord. Donc tout ça, c'est la socialisation. Oui, mais la plupart des dressages que vous faites, c'est juste pour la socialisation, l'obéissance et le gardiennage? On commence par la socialisation, oui. Et ensuite, on va à l'obéissance. Parce que l'obéissance, c'est la base du dressage. Oui. Mais la socialisation est la base de tout ça. D'accord. Donc on commence par la socialisation, ensuite l'obéissance, très bien, et ensuite il y a d'autres facultés. Bon, il y a l'agility, il y a le sauvetage, le pistage. Bon, ça dépend de ce que vous voulez faire avec Alors votre très chien. souvent, pour les clients béninois que Généralement, vous avez, les Béninois, ils veulent rien prestage? que le gardiennage, mais on leur impose l'obéissance. Parce que l'obéissance, on ne peut pas contrôler un chien gardien, il faudrait qu'il soit obéissant d'abord. Sinon, ce n'est pas un gardien. Oui, mais justement, un bon gardien, ça veut dire qu'il doit pouvoir détecter des visages qui ne sont pas familiers, savoir le réflexe qu'il faut adopter. C'est purement instinctif à un chien, on ne lui apprend pas ça. Un chien qui côtoie des personnes, il s'habitue à ces personnes. Donc nous, on lui apprend juste à faire son travail de gardien. Donc, dès qu'il sait que c'est un visage étranger, il sait comment se comporter. Alors, quels sont les risques du métier? Parce que j'ai vu vers la fin pour du pour le métier, on reviendra. Demain, on parle du métier de dressage. Okay, oui, demain, on parle du métier. Aujourd'hui, on parle. Oui, demain, on parle du métier de dresseur de chien avec Monsieur Landry Lawson lui-même. Il sera sur ce plateau pour nous parler des risques du métier. Mais avant, moi, j'aimerais savoir quelles sont les différentes races. Les différentes races? Oui. Ça, c'est une question parce que chaque fois, il y a des races qui naissent, parce qu'il y a toujours des gens qui sont en train de travailler. Il y a des croisements qui se font aussi. La plupart des races sont issues de croisements. Donc, mais c'est des croisements qui sont étudiés et qui arrivent à un résultat homogène. Donc, ce n'est pas un truc qui se fait à la va-vite. Mais chaque fois, ça, là, par exemple, ce que vous voyez là, ça, c'est quelle race, ça? Ça, c'est le bichon. C'est le bichon. C'est un chien très aimé des femmes au Bénin. Ah oui, hein? Et celui-ci? Ça, c'est le Rottweiler. Le Rottweiler. C'est un chien de garde. Ça fait partie des chiens les plus vendus au Bénin. Oui, il y a pas mal d'éleveurs qui ont Oui, mais ce chien, celui dont vous avez parlé tout à l'heure, tout blanc, je pense qu'il a quand même été taillé et bien aimé par les femmes. Il a été taillé. Il y a les bichons havanais, des bichons frisés, des bichons... Ah, mais ils sont très beaux. Ah, ça, c'est le labrador. C'est des chiots labrador. C'est pas très populaire, mais il y a quand même certains éleveurs qui le font. Voilà. D'accord. Mais vous n'aimez pas trop parce qu'on en a parlé, mais le chihuahua, c'est quand même c'est le chien des stars, comme on le dit. Voilà, c'est le chien des stars. Il y a pas mal de chiens de stars. Il y a aussi le bulldog français. Il y a le bulldog anglais. Il y a pas mal de chiens de stars, mais le chihuahua, on a généralement eu l'habitude de le voir dans les films, dans les BD et tout ça. Mais, et on les entretient tellement, ils ont les chihuahuas n'ont pas besoin de beaucoup d'entraînement. Non, mais c'est-à-dire pour le vêtement. Les vêtements, oui. Hein. On peut habiller n'importe quelle race. Tous les accessoires et tout. Non, mais vous n'allez pas mettre un tutu à un Doberman ou à un berger allemand. Une veste, pourquoi pas. Une veste avec un nœud, je veux bien voir ça. D'accord. Mais déjà, quelles sont les races qu'on aime bien ici Qu'on aime bien. Généralement, le Béninois, c'est pas qu'il aime bien quelque chose. Le Béninois, il est très ouvert d'esprit. Il a envie qu'on le dirige vers une race, en fonction de lui, en fonction de ses besoins. La plupart connaissent que le berger allemand et que le Rottweiler. Mais le berger allemand, il a été vraiment rendu populaire par Rex. À cause de l'émission Rex. Donc, quand les clients viennent, généralement, ils disent « je veux un berger, je veux un Rott ». Ou je veux un caniche. Il vous arrive de leur proposer? Généralement, moi, je suis conseiller, donc je ne reste pas sur ces races-là, parce que moi, je fais de l'import, j'exporte les chiens, donc je propose d'autres races en fonction du penchant du client. Non, mais si vous voulez un chien qui soit obéissant et qui soit un très bon gardien, quelle est d'abord la race vers laquelle il faut se diriger? Il y a pas mal de races. Déjà, le Rottweiler, moi, j'aime bien. Le Rottweiler, c'est un très bon chien de garde, un chien très bien équilibré. Et mon kiff, c'est les pitbulls. Les pitbulls. Ouais, Pourquoi vous préférez les pitbulls? Parce que moi, quand je parle de gardiennage, c'est un truc qui doit se faire de manière tic-tic-tic. Un gardien, c'est celui qui ne sourit pas avec n'importe qui. Ah oui? Ouais. Mais pourtant, on parle de socialisation. La socialisation. On parle de vivre ensemble, mais il faut bien sourire, il faut bien qu'il y ait communication. Pas avec les étrangers. Mais il faut qu'il y ait communication. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas que le chien soit câlin avec tout le monde. Oui. C'est-à-dire le chien qui vient, il voit un étranger et qui saute partout. Parce que nous sommes dans une réalité purement africaine.
Purement béninoise d'abord. Oui, purement béninoise, mais africaine. Oui. Et quand moi je suis africain et je satisfais les besoins de la clientèle. Oui. Donc c'est vrai, certaines personnes, certains Européens, certains Occidentaux vous diront, bon, quand c'est des Occidentaux, je fais un travail purement occidental. Si. Mais quand c'est un Africain, il faudrait faire un travail purement africain. Et le travail purement africain, le chien est sociable, oui, ça veut dire qu'il connaît son cadre de vie, oui, il connaît la famille, oui, il n'attaque pas l'étranger, oui, mais il ne sourit pas à l'étranger. Ça, c'est purement africain. C'est-à-dire c'est un chien qui est calme, qui est bien assis, mais qui ne demande pas des câlins, qui ne demande pas des caresses, qui est bien rangé. Mais et pourtant, il faut bien offrir des câlins à ces animaux, il faut bien les chouchouter, les entretenir. C'est avec le propriétaire et sa famille. Mais lorsque ça devient un chien qui... Par exemple, les bergers allemands, c'est des chiens de garde, oui, mais c'est plutôt des chiens aussi qui ont tendance à vouloir... Ils aiment trop d'attention. Trop d'attention, trop de câlins partout. Ça vient quelque part, ça veut connaître qui est là, très attentif. Et tout ça, c'est pas déjà, vraiment... moi, je me dis, déjà, l'Africain qui déjà n'offre pas assez de câlins, d'attention à son voisin, comment il peut en offrir à un animal, à un chien. Donc, en fait... Karamat, je crois qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne vont pas se retrouver dans ce qu'on dit. Non. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'en Afrique, on est quand même réservé. Oui, on est réservé, donc, pas je crois que votre choix du pitbull est déjà très le pitbull, intéressant. C'est un choix personnel, c'est pas que je le conseille aux clients, c'est un choix personnel parce que c'est moi en fait. Mais quand un client vient, on discute avec le client et on voit s'il peut prendre un pitbull, parce que toutes les races ne sont pas destinées à tout le monde. D'accord. Par exemple, à vous, je peux vous donner un pitbull. Peut-être à elle. Non, j'ai juste dit ça comme ça. C'est un exemple. C'est juste un exemple. Oui. Par exemple, c'est en discutant qu'on sait le type de personne, la mentalité, la psychologie. Parce que le dressage aussi, il faudrait être un peu psychologue. Où il faut faire la psychologie. Psychologue autant pour le chien que pour le propriétaire du chien. Pareil, oui. Déjà, un psychologue, c'est un psychologue. Il faut d'abord être un psychologue. Mais maintenant, celui qui est psychologue canin, il connaît la psychologie humaine, puisqu'il est humain à la base. À la base. Ouais. D'accord. Mais par contre, le contraire, c'est pas forcément vérifié. Oui, mais il y a cette question qui vient tout le temps. À qui le chien doit allégeance? Est-ce que il doit son allégeance à son dresseur ou à son propriétaire? Je pense que ça ne devrait pas être une question qui devrait revenir. Oui, mais on se demande si c'est la première personne qui l'a socialisé, qui lui a appris les règles de base et tout. Oui, ça prend combien de temps d'abord même pour dresser un chien? Pour dresser un chien, écoutez, ça dépend de ce que vous donnez comme dressage au chien. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs facultés. Donc, lorsque vous voulez faire plusieurs facultés à un chien, il fera plus de temps de dressage. Mais lorsque vous choisissez une faculté, 2 facultés, ça dépend. Ça fait combien de temps déjà aussi au Bénin? Vous faites généralement combien de temps? Moi, par exemple, je donne un programme en fonction du propriétaire. Donc, ça peut passer d'un mois à plus, ça dépend. Voilà. Il y a des cours accélérés avec moi, je ne sais pas comment les autres travaillent. Donc, sinon, normalement, l'obéissance dure 3 mois. L'obéissance dure 3 mois. Ouais. Ça veut dire, et si on doit passer au gardiennage? Le gardiennage, 3 mois aussi. 3 mois aussi. Voilà. Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Avec la socialisation? La socialisation, 1 mois. 1 mois, donc ça fait 7 mois pour avoir un bon chien qui peut garder la maison. Oui, mais tout ceci peut se faire aussi à un délai court. Un peu plus court. Et surtout que nous sommes en Afrique. Quand c'est accéléré. Je vous explique. Par exemple, moi je fais des cours d'obéissance en 1 mois, accéléré. Et pareil aussi pour le gardien. Vous avez le résultat? Bien sûr. Avec la participation du propriétaire, bien sûr. Oui, mais il y a cette question, on est déjà à la fin. Je crois que vous allez garder votre question pour, même la toute dernière. Pour mercredi ou vendredi, je ne sais pas trop. Non, il nous revient demain. Demain, normalement, on devra parler du métier de dressage. On verra comment est-ce qu'on peut revenir. Le métier de dresseur de chien. Oui, parce que ce n'était pas quand même un métier courant ici au Bénin, mais de plus en plus, nous avons des dresseurs de chiens. On veut comprendre un peu comment ils sont formés, comment se passe le métier, quels sont les risques, comme vous l'avez dit. Et c'est là ma question va venir, quels sont les risques du métier. Vous la gardez donc pour demain. Je la garde pour demain. Merci beaucoup à vous, Agnès Belot. Merci à votre invité, M. Landry Lawson. Merci d'être passé. On vous attend donc demain sur ce même plateau pour la suite de cet entretien. Mesdames, Messieurs, vous avez compris, tout doucement, c'est vers la fin de ce grand rendez-vous de ce jour, lundi 5 février 2018. Mais avant de vous dire à bientôt, retour à la météo.
Monsieur Landry Lawson, dresseur de chiens, était donc sur ce plateau. Nous l'avons reçu dans Autant Savoir et c'était donc avec Agnès Bello. Nous avons reçu également Monsieur Clément Godonou qui est venu nous parler donc ici des impacts des véhicules d'occasion sur l'environnement. Nous avons reçu avec grand plaisir Monsieur Adé Fidegnon Agbowaï avec qui nous avons parlé de la transformation digitale et de ses effets sur le développement. Merci aussi à notre invité Edgar Maxime Deguenon, notre entrepreneur agricole ce soir, qui nous a fait comprendre que la culture hors saison de la tomate, elle est bel et bien possible. Il faut juste la maîtrise de l'eau et de la température. Et bien évidemment, ils étaient à nos côtés. Il a représenté le service web de l'ORTB. Maurice Tonton était ici pour Actu Web. Merci beaucoup aux filles. Elles étaient à ma gauche. Amandine Niambossou, Estelle Pazou et Agnès Bello. Merci à toutes et à tous, chers amis téléspectateurs. Passez une très belle soirée sur BB24. Je vous retrouve demain toujours avec le même plaisir. Prenez soin de vous.